Je vous présente aujourd'hui notre 425e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors, plusieurs pays européens, dont l'Allemagne, demandent désormais la présence de soldats de l'OTAN au point de passage des frontières. Est-ce trop tard, selon vous? Oui, mais je crois que ça n'aura pas d'efficacité, parce que je connais bien la frontière qui sépare la Grèce de la Turquie dans toutes les îles du Dodécanèse, et il est absolument impossible d'établir des gardes de passage qui soient efficaces. Je pense que les pays européens n'ont pas pris la dimension et de la révolution démographique qui s'est produite et qui continue de se produire, et des débordements que cela allait provoquer en direction de l'Europe qui est, elle, sous-peuplée, parce que quand il y a un problème de communication des liquides, oui, et qui est gravissime et qui menace notre continent et donc notre pays de submersion. Alors, Laurent Fabius a démissionné du Quai d'Orsay. Est-ce, selon vous, une bonne ou une mauvaise nouvelle pour la diplomatie française? Je crois que ça n'a pas beaucoup d'importance, parce que la diplomatie française n'a pas beaucoup d'importance elle-même, puisqu'elle est alignée strictement et servilement sur la politique américaine d'une part et sur la politique de l'Union européenne d'autre part. Par conséquent, que ce soit Fabius ou quelqu'un d'autre, je crois qu'il s'agit là d'un leurre, ça n'a aucune importance. Oui, on dit qu'il est parti tout en ayant pris soin au préalable de verrouiller tous les postes clés du Quai d'Orsay d'ailleurs. Oui, encore une fois, je crois que ça n'a pas d'importance. La France n'a plus, hélas, l'importance internationale qu'elle a eue dans d'autres temps, parce que son affaiblissement sur tous les plans se traduit sur le plan de la considération qu'elle reçoit des autres pays du monde. Vous savez, le monde n'est pas indulgent, et c'est une relation de force qui joue, en fait, même si nous avons un certain prestige particulier auprès des peuples, pas toujours auprès des gouvernements. Alors, un sondage Ipsos Steria pour le Cevipof et Le Monde classe Alain Juppé en tête du premier tour des présidentielles de 2017 avec 31% des voix, suivi de Marine Le Pen avec 25% et François Hollande 18%. Alors, je sais que vous n'appréciez pas trop, enfin vous êtes assez sévère à l'égard des sondages, vous ne vous y fiez pas trop, mais pensez-vous que ces instituts de sondage soient à même d'être crédibles plus d'un an avant cette échéance électorale? Écoutez, ça ne m'étonne pas trop de voir Juppé en tête du sondage, parce qu'il est assez représentatif de ces hommes de droite qui sont de gauche. Et comme ça, il bénéficie des deux apports, en quelque sorte. Mais je crois que c'est très provisoire, tout ça. Ce sont des classements qui vont occuper toute l'année avant l'élection. Mais je pense que Juppé, et j'espère, ne sera pas à la tête de... Encore que ça n'a pas d'importance, somme toute, puisque nous espérons, nous, rencontrer la gauche, qui est notre adversaire principal, et j'espère que Marine Le Pen sera au deuxième tour de l'élection. Pour cela, je dois dire qu'il y a une condition qu'elle doit remplir, parce qu'elle est tactique, elle n'est pas personnelle, c'est la reconstruction de l'unité du Front National, unité sans faille, et créant un véritable dynamisme joyeux de conquête, et entraînant toute la spirale et la nébuleuse de la droite nationale, des patriotes français venant de tous horizons, somme toute. Oui, d'ailleurs, toujours à propos de ces présidentielles, hier au journal de 20h, Jean-Luc Mélenchon a annoncé sa candidature. Oui, c'est pas une bonne nouvelle pour M. Hollande, ça, parce que si peu que fasse M. Mélenchon, il faut rappeler qu'en d'autres circonstances, Jospin a eu l'occasion de subir ce genre de concurrence. Oui. Et il y avait Taubira aussi, je crois. Elle sera peut-être là. Elle sera peut-être là. Alors, suite à la manifestation anti-immigrants de Calais, 2 hommes ont été condamnés à de la prison ferme. Un général de la Légion étrangère, le général Picmal, a quant à lui vu son procès reporté à quelques semaines. Toutes les manifestations interdites se retrouvent-elles si durement réprimées selon vous, Président? Oui, il est certain que c'est assez naturel. On est plus dur avec les faibles qu'avec les forts. Et on est plus dur avec
les manifestants patriotes quand on est un gouvernement de gauche. Mais je pense qu'un gouvernement de droite aurait eu les mêmes réactions. Et il y a des expressions politiques qui sont insupportables à l'établissement, qu'ils soient de droite ou de gauche. Et c'est avec une certaine brutalité, en effet, que la centaine de manifestants qui entouraient le général Piquemal a été traité par, je l'ai dit d'ailleurs en d'autres circonstances, par des unités de police qui n'étaient ni CRS ni gendarmes, dont je me demande ce qu'elles étaient, car je me suis demandé si on n'y a pas un peu dans la police française aussi du phénomène Blackwater, vous savez, oui. C'est-à-dire que ce sont des civils engagés qui ne sont pas militaires, mais qui, par exemple, en Irak, avaient des effectifs presque égaux à celles de l'armée américaine elle-même. Voilà, c'est assez bizarre. Bon. Engagés, donc politiquement aussi. Ben, probablement, c'est pour se faire. C'est adus homme Delphini. Oui, alors les éleveurs français sont à bout, ils sont exsangues. 2 éleveurs par semaine se suicident en France. L'embargo russe, selon vous, est-il le premier responsable de cette crise? Je ne sais pas si c'est le premier responsable, mais c'est certainement une des raisons. L'embargo russe punit surtout nos exportateurs, en l'occurrence, et qui n'avaient pas besoin de cela compte tenu de la concurrence dont ils sont l'objet de la part à la fois des certains pays européens et du reste du monde. Le phénomène de la mondialisation économique aboutit en effet à ruiner nos activités, surtout les françaises, parce qu'elles sont elles-mêmes accablées de charges fiscales et sociales que ne connaissent pas certains autres pays. Je rappelle tout de même que nous avons 56% des dépenses publiques, alors que l'Allemagne en a 46%. Et nous avons 46% de prélèvements obligatoires sociaux et fiscaux, alors que l'Allemagne n'en a que 40%. Et la conséquence de ça, c'est que notre activité industrielle ne représente plus que 12% du PIB français, alors qu'il représente 24% en Allemagne et en Suisse. Bon, par conséquent, les chiffres parlent d'eux-mêmes. Sachez aussi, ce qui n'est pas sûr, que l'agriculture représente 1%. 3% si on compte l'agroalimentaire et si on compte la fabrication des instruments agricoles, des matériels agricoles, tracteurs et compagnie. C'est 3% d'activité agricole et agroalimentaire, 12% d'activité industrielle. Comparé aux autres pays, c'est dramatique. Oui, alors pas une semaine ne se passe sans qu'il n'y ait de règlement de compte par arme à feu ou arme de guerre à Marseille. La cité phocéenne deviendrait-elle une zone de non-droit, selon vous? Et autre question, pourquoi n'y envoie-t-on pas l'armée? Parce que l'armée ne ferait rien de particulier. L'armée a une utilité quand elle tire. Quand elle ne tire pas, eh bien, elle n'a pas d'utilité. En l'occurrence, le constat qui est fait à Marseille apparaît comme cela paradoxal, parce qu'il y a une diminution de la délinquance et une augmentation de la criminalité. Oui. Bon, ça s'explique, parce que comme on a amené là un certain nombre de bataillons de CRS, il est bien évident qu'ils se promènent dans la rue, et que les boutiquiers sont moins vulnérables qu'ils ne l'étaient. Mais c'est une apparence, à la vérité, la situation ne cesse de se dégrader dans tous les domaines, et c'est lié d'abord à notre système pénal, aux modifications qu'il a subies dans le sens du laxisme de la part de Mme Taubira et Hollande et du gouvernement, et plus généralement d'ailleurs d'un affaissement de la moralité publique qui est un des signes de notre décadence. Alors, le Sénat prolonge l'état d'urgence jusqu'au 26 mai prochain. Son coût est conséquent. Alors, est-il efficace et donc dissuasif et indispensable? Sur le plan des procédures, il permet ce que se permet d'ailleurs en général quelquefois les procureurs de la République dans le cadre de certaines procédures dont j'ai été victime, puisque moi je ne suis pas terroriste, et on a quand même perquisitionné, défoncé mes coffres-forts,
confisquer ses contenus, mes papiers, etc. Donc, il n'est pas, semble-t-il, il n'est pas indispensable d'avoir cet état d'urgence, puisque sans cela, on peut l'utiliser même contre des gens qui ne sont pas terroristes. Alors, a fortiori contre des terroristes. L'état d'urgence a permis, en effet, un certain nombre d'opérations dont la brutalité peut paraître peut-être dissuasive à certains. Je ne suis pas très sûr de l'efficacité de ces mesures. Vous avez réagi hier sur Canal+, à l'intervention télévisée de Marine Le Pen de lundi passé, sur TF1. Voulez-vous bien y revenir, s'il vous plaît? Écoutez, Marine Le Pen n'a pas dit grand-chose, parce qu'elle avait la tâche très difficile de transformer la souris dont avait accouché sa montagne en rhinocéros. C'est un travail difficile, et elle a fait le mieux qu'elle a pu. Alors, pouvez-vous nous expliquer, s'il vous plaît, ce que signifie ce masque que vous portiez l'autre jour lors d'une émission télévisée? C'est un masque de carnaval vénitien. Oui. Or, nous étions le Mardi Gras, qui, comme vous savez, ouvre le carême chrétien. Oui. Et c'est une espèce de période de fête où on se libère un petit peu avant de se plonger dans l'ascèse théorique, en tous les cas, du carême. Et j'ai pensé que comme les hommes politiques français sont masqués toute l'année, moi non, j'en ai profité pour le faire pendant un petit quart d'heure. Merci pour ces explications. Vos lectures, Président, en avez-vous cette semaine? Ah, oui, j'en ai deux. J'en ai un de Myriam Benrad, qui est un livre très intéressant sur l'Irak et qui démontre l'extraordinaire implication de tous les mouvements possibles et imaginables dans cette opération. Il y a là une liste, par exemple, des organisations qui se sont créées. Ça fait 2 pages d'organisations différentes qui participent au conflit interne de l'Irak. C'est un livre passionnant. Je le conseille, ça s'appelle Irak, la revanche de l'histoire, de l'occupation étrangère à l'État islamique, et c'est fait, édité chez Vendémiaire. Voilà. Un livre très intéressant pour les gens qui veulent vraiment connaître la réalité du problème du Moyen-Orient, qui sont extrêmement complexes. Et puis, un livre de Robert Brasillac, une réédition d'un roman qui s'appelle 6 heures à perdre et qui a été écrit pendant la guerre. On ne sait généralement pas que Robert Brasillac n'est rentré de captivité qu'en novembre 1943 et que son activité d'écrivain et de journaliste ne durera qu'environ quelques mois, puisque ce livre, il l'écrira, je crois, sera publié en mai 1944, c'est-à-dire un mois avant le débarquement. Et entre-temps, pendant ce temps-là, il aura été rédacteur en chef de Je suis partout, qu'il quittera à cause de certains excès qu'il déplore. Et ça ne l'empêchera pas qu'il soit jugé, je crois, en 4 heures et fusillé le 6 février 1945. Robert Brasillac a une œuvre considérable parce que je crois qu'il a écrit 34 ouvrages et il a été fusillé à 34 ans. 6 heures à perdre, c'est le temps qu'il va passer quand il rentre d'Allemagne en novembre 1943. Il fait partie d'un contingent qui a été libéré et il se donne comme objectif de rencontrer la jeune fille qui a été la compagne en quelque sorte pendant quelques jours de son ami de captivité. Et ça lui permet de parler un petit peu de ce qui se passe en France. C'est un des rares ouvrages sur l'occupation qui a été écrit pendant l'occupation. 6 heures à perdre, ce n'est pas le meilleur roman, le plus brillant
de Brasillac, ça n'est pas, par exemple, comme Le Temps passe, qui est un roman absolument magnifique. Et moi, j'ai un livre de Brasillac que je préfère. Vous savez que j'ai été l'éditeur phonographique des poèmes de Fresne, des superbes poèmes de Fresne écrits en prison avant sa mort. Mais il y a un livre que moi je recommande toujours et qui souvent ne figure même pas dans la liste de ces ouvrages, c'est l'anthologie de la poésie grecque. L'anthologie de la poésie grecque qui est présentée d'une manière très intéressante. D'un côté, le texte grec, de l'autre côté, le texte français poétisé par Robert Brasillac. C'est un ouvrage remarquable pour les gens qui pensent que la culture classique a une certaine importance. Je vous remercie infiniment, cher président. Nous nous retrouvons la semaine prochaine. Au revoir. Merci.